À 2 heures du bras de fer contre son ami champion de France en titre Aymeric Pradines, Joseph Loveil s'échauffe dans l'ombre. J'ai signé un pacte avec ces hommes, le pacte des ferristes, un code d'honneur, une promesse. Joseph et Aymeric n'appartenant pas à la même catégorie de poids, ils se sont très peu rencontrés. En 2011, Aymeric a 1 an de bras de fer. Il se fait battre au bras gauche par un Joseph plus expérimenté, le seul Français à l'avoir battu à ce jour. L'unique combat du bras droit donne Joseph vainqueur suite à une double faute d'Aymeric. Par la suite, Aymeric bat Joseph 2 fois au bras gauche. Le touillage de café. Touillage de café sauvage. Donc c'est pour toi l'autre pain au chocolat. Merci. 5 mois avant la vendetta, je parle avec Joseph. Il me dit que le combat qui arrive sera très dur. Il t'avait dit que ça allait être difficile pour lui. Et je dis, a priori oui, il a déjà 10 ans derrière lui, il a 40, moi j'ai 30, donc je suis plus dans la force de l'âge que lui. Il reste extrêmement fort, attention, et surtout il peut être très surprenant. Quelqu'un de très surprenant, Joseph. Les médailles c'est important, hein. Ça montre le niveau, la compétition. Mais au-delà de ça, dans le bras de fer, ce qui est important, c'est qui tu bats. Pour moi je vois les choses comme ça. Et Joseph Loveil a réussi quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est le seul Français qui a fait ça de toute manière. Il a battu 2 champions du monde dans sa catégorie de poids et 2 légendes de la discipline qui sont Yannis Amolis, donc plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois champion du monde, bras droit, bras gauche, vainqueur de la WAL, la Ligue Pro américaine, vainqueur du Zloty Tour, voilà, qui l'a battu en match officiel. Après il a perdu la compétition ce jour-là, Joseph, c'est pas lui qui a fini premier, c'est Amolis qui a fini premier, mais il l'a battu. C'est quand même extraordinaire, juste ça. Et ensuite, en compétition master, il a battu Engin Terzi, qui est, si tu veux, à comparer, Engin Terzi, c'est le John Brzenk des catégories légères. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, avec un palmarès aussi extraordinaire. Donc 2 de sa catégorie de poids, champion du monde, donc c'est le seul qui a fait ça. Et pour moi, c'est plus important ça que toutes les médailles. Moi, j'ai fait des matchs. J'ai tenu les champions, les meilleurs, j'ai tenu les champions du monde dans ma catégorie, mais j'ai perdu. Je ne les ai pas battus. Donc j'ai pas j'ai pas battu le premier dans ma catégorie. J'ai réussi à les mettre en difficulté ou disons à faire des matchs un peu durs, mais à leur donner du mal, on va dire, mais j'ai perdu. Et ça c'est une grosse différence. Et c'est moi en tant qu'athlète, moi je reconnais ça. Aymeric Pradines. Ce fauve d'un calibre sibérien tient ses origines d'Italie et des anciennes contrées mongoles, l'actuelle Crimée. Il se considère presque comme inaccompli, parce qu'il met sa passion au devant des besoins matériels de la vie. Je lui dis qu'à mon sens, ce trait de caractère est une force. Il n'a jamais voulu faire comme tout le monde. Depuis son enfance, il veut agir là où l'autre n'agit pas.
Représenter son sport, c'est une mission que l'on se donne. Le corps, l'esprit, le temps et l'argent suivent le même courant. Il faut comprendre que pour ces hommes, le bras de fer est un art de vivre, et il faut avoir la soif de le transmettre. Le ferriste et le strongman Henri Rodolakis se rendent à une compétition de CrossFit pour promouvoir leur sport. Ici, c'est le culte du corps dans l'effort qui prime. Aymeric me dit qu'il n'a jamais croisé de ferriste de haut niveau dans ce type d'événement. Ce jour-là, un gros gabarit venu de Finlande circule sous les gradins du stade. C'est un ferriste qui est tenté par la table. En dehors des compétitions, les ferristes du calibre d'Aymeric n'attaquent jamais face à l'inconnu. Leur force est beaucoup trop dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Ils doivent contrôler le départ pour mieux jauger l'adversaire. Ça fait partie de l'entraînement. Les ferristes du Rocher de Vitrolles, menés par Joseph Loveil, traversent les montagnes du sud de la France. Joseph doit se mesurer à un jeune talent poids lourd, Alan. Il laisse attaquer le jeune homme pour mieux jauger l'intensité de l'effort qu'il doit fournir en résistance. Allez. Comme tu veux.
Christian, ouvrier et élève de Joseph, une force de la nature venue de Hongrie, se mesure lui aussi à Alan. Compact, Alan, compact. Allez, Christian. Good, Christian. Non, rien. Plus à l'intérieur, le coup. Allez, Christian. J'aurais pas dû m'ouvrir la dent. Il attendait que ça. Regarde son épaule. Voilà. Allez. Que Christian. Ce phénomène s'amuse ensuite avec des valises de 130 kg conçues pour les compétitions des strongmen. Voilà, attention à la moto. Hein. Retour. Ben voilà ton sport, putain, qu'est-ce que tu fais dans le bras de fer? T'es pas bon. Il est accompagné par Julien, qui affronte la fameuse boule d'Atlas. Impeccable. Voilà, là, et là tu tires sur ton dos. Y'a rien là. Joseph est né dans un petit village hongrois. Il a grandi avec sa grand-mère. Elle l'a élevé, il a pris soin d'elle. Je dois garder pour moi les détails des circonstances difficiles qui l'ont fait quitter le pays. Arrivé dans le sud de la France, un ami tient à lui faire découvrir un fast-food. Dans le restaurant, il aperçoit une jeune femme. Il se dit qu'il voudrait bien avoir une femme comme elle, un jour. Et cette femme, la première femme qui l'a fait rêver, est devenue sa femme. Si j'existe, j'existe grâce à ma femme. Si je suis là, c'est grâce à elle. Si j'ai fait ma vie en France, c'est grâce à elle. Si je suis devenu champion du monde de bras de fer, c'est grâce à elle. Pourquoi? C'est tout simple. C'est que elle m'a laissé vivre ma passion. Elle m'a laissé faire ce que j'aime. J'ai pas donné le choix non plus, parce que je me suis dit, j'aime ça. Si toi tu aimes quelque chose, fais-le. Je ne t'empêcherai pas de le faire. Parce que c'est pas parce que nous vivons ensemble, que nous sommes mariés, qu'on va donner des contraintes à un à l'autre. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de laisser l'autre sa liberté. Si ça me plaît, elle m'a toujours dit, vas-y, au lieu de rester sur le canapé ou de déprimer, regarder la télé, va faire du sport. Depuis que je suis né, je travaille. C'est-à-dire que comme j'ai été élevé dans une famille très pauvre, on n'avait pas le choix. Je bossais depuis toujours, c'est-à-dire d'aller chercher l'eau, on n'avait pas l'eau potable dans la maison. Donc il fallait aller chercher, c'était à 500-600 mètres de la maison avec 2 seaux. Une fois que j'ai fait ça, et après j'allais couper le bois à la scie pour chauffer. Quand il n'y avait plus de bois à la maison, il fallait aller dans la forêt pour couper et de ramener jusqu'à la maison. Donc depuis tout petit, je fais que des efforts pour développer la force en fait, mais sans le savoir, c'était le quotidien. Je faisais ça comme un gamin aujourd'hui qui va aller jouer dans sa chambre avec le PlayStation. Moi je coupais du bois, j'ai rangé des tuiles, des aglos. Et quand tu vois la jeunesse aujourd'hui des pays développés, quel regard tu as sur ça? Oula. Je suis content pour eux, à la fois qu'ils n'ont plus besoin de faire tout ça, parce que c'est quand même pénible. On leur donne envie d'avoir des choses qui ne sont pas forcément nécessaires.
pour vivre, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de manger, dormir, avoir un toit Et en au-dessus fait, de la tête. Quand on réfléchit, on peut s'amuser aussi avec pas grand-chose. Exact. On n'est pas obligé d'avoir des smartphones pour s'amuser. Exactement, exactement. C'est ça qui est chiant, c'est que aujourd'hui, je travaille avec ça. Si je ne l'ai pas pendant la journée, si je tombe en panne ou de batterie, je suis perdu. Parce que sans ça, je peux pas avoir mes contacts. Avant, quand il n'y avait pas les téléphones portables avec tout le répertoire, on retenait tous les numéros. Le numéro du grand-mère, le grand-père, de tout le monde, quoi. Des clients, on avait un petit carnet où on notait. Alors qu'aujourd'hui, on note plus rien, tout est là-dedans. Et dès que ça en panne, ben, on est perdu. Alors que ça ne devrait pas être ça, la vie. Depuis, allez, on va dire 8 ans que j'y vais tous les soirs, de 18h à 20h, j'y vais m'entraîner. Parce que mes enfants s'entraînent, moi j'entraîne les autres et je m'entraîne sans arrêt. Et le samedi, dimanche, si j'ai pas assez travaillé dans la semaine, je vais m'entraîner chez moi. Faire des exercices de bras de fer. Le matin, quand il y a les grands championnats, pareil. Le matin, je me lève. Avant d'aller au boulot, je vais pousser un petit peu sur la machine. Pas énormément. 30-45 minutes, pas plus. Mais je vais travailler sur la base, en fait, la poussée, de tirer, la main, pour que ça rentre dans la vie quotidienne, en fait, de pousser. Comme je dis toujours aux autres, si vous me réveillez à 2 h du matin pour faire un bras de fer, je suis capable de me lever et de faire un bras de fer avec vous. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de m'échauffer, de faire quoi que ce soit. Je suis toujours prêt parce que je fais tout le temps, en fait. Là, il est bloqué. Tu as un mouvement de blocage. Et puis quand tu pars, c'est vraiment avec tout ton poids de corps. Le bras, il faut qu'il suive, quoi. Savoir placer sa force. Savoir utiliser les différents axes. Le bras de fer ne se limite pas au déplacement de l'avant-bras. Si on se contente de ce mouvement, le biceps ne travaille pas. Utiliser son corps est obligatoire. Utiliser son corps signifie que le bras permet de l'utiliser. Le bras soutient le corps. Le biceps permet de verrouiller l'ensemble. Stop. Réussir à ouvrir le poignet de l'adversaire, c'est casser sa chaîne musculaire. On prend l'avantage. Travailler sa vitesse d'exécution, ses faiblesses, sa lecture de l'autre. Si on est fort partout, on peut le tromper, donner une fausse information dès le départ pour le contrer. Cédric Lacola est le premier qui a battu Emeric. Contre lui, il a compris que le bras de fer pouvait faire mal. L'amour-propre rangé au placard, il s'est mis au travail et a commencé à rebâtir son corps.
il parvient à déployer son potentiel dans le top 10 mondial. Et la blessure s'invite à cause d'un combat mal géré dans un show TV de bras de fer, où l'on fait savoir aux athlètes que si un score est trop radical, il convient de laisser le perdant gagner au moins un match. C'est dans ce cas de figure qu'Emeric se blesse au bras gauche. Il se relâche trop et s'engage dans un mauvais axe. Il sent que quelque chose vient de craquer dans son coude. Pas blessé au sens commun du terme. Tu vois, quand tu es blessé, enfin voilà, moi je suis kiné, c'est mon métier, je soigne des gens qui sont vraiment blessés. Et tu as une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire que réelle. C'est-à-dire que tu as des problèmes dans la vie tous les jours, ça te gêne réellement. Ça te gêne par exemple pour te lever, ça te gêne pour aller prendre ta douche. Donc là, tu peux ressentir réellement cette douleur et puis ça te fait mal, tu vois, au quotidien, c'est-à-dire pour tous les gestes de tous les jours, ça te fait mal. Moi, j'étais pas dans ce cas-là. C'est dans le cas où je pouvais plus faire du sport et surtout, et encore, si je pouvais faire du sport, je pouvais pas faire de la performance. Et pour quelqu'un qui est compétiteur comme moi, pas faire de performance, c'est très grave. Si mon corps n'est pas, je peux pas exploiter 100% de mon potentiel, t'es plus toi-même et tu arrives pas à achever ce que tu as réellement envie de faire et tu le vis très mal. La douleur, elle est pas dans ton corps, tu la sens pas dans ton corps. La douleur, elle est là. Elle est dans le fait que tu ne peux pas accomplir réellement ce que tu sens en toi. Quand un radiologue observe le bras de Joseph, il se demande d'abord de quel animal il s'agit. Ce bras n'est pas celui d'un simple mortel, c'est celui d'un ferriste qui vit dans la souffrance depuis presque 10 ans. La cale, une excroissance osseuse qui prend forme au niveau du coude. C'est la métamorphose, l'évolution de l'os qui s'adapte à l'effort et aux fractures. Dans le combat, le guerrier ne sent rien. Il s'offre à l'envie de vaincre. Mais le soir, après la compétition, il a mal. Tellement mal qu'il ne peut s'endormir. Bruce Lee disait que pour casser un mur de briques, il ne faut pas viser le mur, mais ce qu'il y a derrière le mur. Joseph transpose cette devise au bras de fer, où il ne faut pas viser la table, mais le sol. Il faut vouloir enfoncer la main de l'adversaire dans le sol. Très très mal au coude. Très mal. Au coude? Ah, c'est... Derrière? Ouais, c'est inexplicable.
Donc moi j'ai rencontré Joseph en 2007 quand je suis arrivé dans le sud de la France. C'est un personnage qui a un parcours même en dehors du sport qui est assez impressionnant. Il est arrivé très tôt en France, il avait rien. Il avait rien du tout. Et il est devenu, par la seule force de son travail, il est devenu chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a été gravement malade. Les médecins lui ont fait un premier traitement, ça n'a pas du tout marché. Les médecins lui ont fait un deuxième traitement, ça n'a pas du tout marché. Les médecins lui ont dit bon, c'est foutu. Et avec le caractère qu'on lui connaît, il s'est accroché. Les médecins lui ont dit bon, on va tenter une opération, mais il y a très peu de chances que ça fonctionne. Ils ont tenté l'opération, il a perdu 30 kilos, 40 kilos, enfin c'était... Il n'était même pas blanc, il était gris. Il était gris. Il était cadavérique, il s'est relevé, il s'en est remis. Ça a toujours été quelqu'un de passionné, d'engagé. Il a eu 2 lévriers de course. Il est parti, c'est pareil, il est parti de rien. Il a été coaché par personne, il a été coopté par personne. Il a emmené ses 2 chiens au championnat d'Europe, qu'il a gagné. Et après, il a découvert le bras de fer, je crois, lors d'un voyage en Alsace, puisque sa femme est d'origine alsacienne. Il s'est lancé là-dedans, ça lui a plu. Comme il est bricoleur, il a construit des machines. Il a commencé à construire des machines, il a sorti son poste à souder, il s'est entraîné, il avait mal partout, il s'est entraîné, il a regardé des documentaires, enfin... Il n'a plus pensé que par ça, il a fait son petit parcours. Il est très courageux dans tout ce qu'il fait, lui pareil. C'est-à-dire qu'il va s'engager sur plein de trucs et il va aller à fond pour faire les choses. Et après, il a une petite hésitation à chaque fois quand il arrive presque où il hésite. Donc c'est là qu'on discute toujours sur les sujets de la vie de tous les jours et de sport et de tout. On essaye de se consolider. C'est ça, exactement ça. Est-ce qu'on fait bien les choses ou pas? Et lui, il me donne la réponse et moi, je lui donne le mien. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Mais moi, je dirais qu'il y a 2 Joseph, il y a le père de Jésus et Joseph Leveille. Aymeric se ressource régulièrement à Saint-Énimie, en Lozère, là où il a grandi et où habite toujours son père François. Avec lui, nous parcourons les mystères des gorges du Tarn. Dans ce lit profond, où la rivière peut vous submerger en un rien de temps et où nos pouvoirs semblent limités, le ferriste prend du repos, se laisse guider. Il reviendra dans ces montagnes pour entraîner son cœur, car il sait que Joseph ne lâchera rien. Celui-ci prendra 10 kilos et n'aura qu'un seul but, combattre.
on bloque le poids et en même temps, on fait des petites sourires. Un peu bloc. Mon point fort, depuis toujours, c'est le tendon du biceps. J'ai des tendons qui sont très forts. Génétiquement, je peux charger des poids que les autres ne peuvent pas charger. Donc quand ça s'arrête, à 40 kg le poids, je rajoute comme ça et on arrive à 60. Vas-y. Bon, on va passer à la machine de guerre. Là, on a travaillé les avant-bras, le biceps, les rotateurs. Et là, on passe directement sur un appareil que j'ai conçu moi-même pour imiter l'adversaire, en fait, qu'on va charger au fur et à mesure. Tu vas voir tous les actus, tout le monde va te copier. On commence à 30 kg et après on monte au fur et à mesure. Donc là, on est vraiment dans la position de bras de fer avec des contraintes sur le côté et bien sûr en face. Ce qui est le plus important, c'est de tirer l'adversaire vers soi. Surtout quand c'est un adversaire qui tire extérieur, qui veut nous prendre l'avantage sur la main. Je travaille sur mes doigts et je le pousse. Allez, Jeannot. Hey, Jeannot. Le plus âgé de notre club, 76 ans, toujours actif. C'était l'ancien professeur de... Comment il s'appelait? Campo. Ah ouais, c'est vrai. « 60, 70, 80. Allez, 80. 80 plus on va rajouter encore pour faire 90. Il n'y a plus de place sur la machine. Où on va charger?
Nous ne sommes pas dans une fiction. L'honneur de ces hommes existe. Ils se livrent dans le combat réel et total.
Il faut exploser dès lors que l'arbitre les libère. Une infime part du temps doit être saisie par le corps et l'esprit. Un éclair doit être envoyé depuis l'inconnu jusqu'aux extrémités. Leur enveloppe devient tornade. L'équilibre est rompu. Il faut resituer les points de repère, reproduire ce déchaînement, ou s'adapter, dévier de sa trajectoire initiale pour mieux frapper. Il faut gérer la congestion des muscles, la perte soudaine de sensation. Il arrive un moment où il faut oublier la raison et laisser son cœur prendre le dessus. Laisser à cette pompe formidable le pouvoir de nous animer complètement.
Il est fort, il est très fort, bravo à Aymeric. Je me suis préparé comme il faut pour le combattre. J'étais à fond, j'ai pas d'excuses. Et puis à la prochaine, on va refaire ça. C'est pas fini encore.